imaginons recevoir un disque dur massif, genre 350 gigaoctets de données brutes. Ah ouais, c'est énorme pour un seul fichier. C'est gigantesque. Et à l'intérieur de ce truc, on a 3 milliards de lettres, toutes écrites à la suite sans aucun espace. Un vrai cauchemar numérique. Exactement. Et le pire, c'est que quelque part dans tout ce chaos d'informations, il y a une seule faute de frappe. Une toute petite erreur de code qui est littéralement en train d'ordonner la mort d'un chien. C'est fou quand on y pense comme ça. Ouais. Face à une situation pareille, l'industrie pharmaceutique dirait tout de suite qu'il faut des centaines de millions de dollars, qu'il faut des armées entières de chercheurs en blouse blanche pour juste espérer trouver une solution. C'est le discours classique, ouais. Mais aujourd'hui, on fait une plongée approfondie sur un dossier incroyable. L'histoire d'un informaticien qui a qui a refusé cette fatalité, quoi. Armé de modèles d'IA qu'on peut tous utiliser, il a traqué cette erreur et synthétisé son propre traitement sur mesure. Un truc qui coûterait normalement près de 300 000 dollars. C'est clair. Et pour préciser, toute notre exploration d'aujourd'hui repose sur un article vraiment fascinant de Curtis Pike. Ça a été publié en mars 2026 dans Kingi AI. Et le titre résume bien le truc, c'est sur comment un entrepreneur tech a utilisé l'IA pour créer un vaccin contre le cancer. Un vaccin que Big Pharma cherche encore à développer, tu vois. C'est un titre qui accroche. Ah ouais. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire la moelle de cette histoire vraie. Parce que ça montre en temps réel comment l'intelligence artificielle est en train de brouiller totalement les frontières. Les frontières entre, d'un côté, une sorte de science citoyenne de garage, et de l'autre, la médecine institutionnelle de pointe. C'est une vraie redéfinition de l'expertise, en fait. Et on va pas promouvoir des remèdes miracles ici, on est bien d'accord. Non, surtout pas. Le but, c'est de décortiquer de façon très rigoureuse comment la convergence de trois choses, l'immunologie, l'informatique et, franchement, le désespoir d'un maître, comment tout ça a rendu l'impossible réalisable. Bon, décortiquons tout ça. Le point de départ, c'est une chaîne. Elle s'appelle Rosie. C'est une femelle croisée Staffy et Sharpei, elle a 7 ans. Une belle chaîne d'après les photos du dossier. En gros, c'est le cancer de la peau le plus courant chez les chiens. Et là, c'est le scénario catastrophe. C'est-à-dire que rien ne marche. Non, c'est ça. La chirurgie, c'est un échec. Ensuite, ils tentent la chimiothérapie. Pareil. Ils essayent même l'immunothérapie et ça ne donne rien de durable. Donc les vétérinaires finissent par donner un pronostic terminal. Il reste à Rosie entre 1 et 6 mois à vivre. Pas plus. C'est le moment où, en général, on passe aux soins palliatifs. Exactement, sauf que le propriétaire de Rosie, Paul Cunningham, il n'est pas du tout dans le milieu médical, c'est un pur profil tech. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Il a même pas de formation de base en biologie. Il est data scientist. Il a fondé une boîte qui s'appelle Core Intelligence. Le gars a 17 ans d'expérience en apprentissage automatique. Donc il a l'habitude de manipuler des systèmes d'IA complexes. Voilà. Il bosse sur des systèmes pour des banques ou même pour la défense australienne. Donc le mec est câblé pour la donnée. Et c'est là que je trouve l'analogie fascinante pour quiconque nous écoute. Laquelle? Paul, il n'a pas regardé le cancer de Rosie comme un médecin. Un médecin, il voit un symptôme organique, un truc incurable. Mais Paul, il l'a regardé comme un expert en cybersécurité. Ah oui, il a vu un bug. C'est exactement ça. Pour lui, c'est un code malveillant. C'est un malware qui s'est caché dans le système d'exploitation de sa chienne. C'est une façon super intéressante de voir la maladie. Du coup, la logique, c'est que pour trouver ce malware, il faut d'abord extraire les données brutes. Voilà. Et c'est ça qui le pousse à numériser l'ADN de Rosie. C'est l'étape charnière. Pour faire ça, il contacte le professeur associé Martin Smith. Ce dernier bosse au Ramaciotti Center for Genomics, à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Paul arrive à le convaincre de séquencer l'ADN de la chienne. Mais il séquence quoi exactement? Juste la tumeur? Non, c'est là qu'il est malin. Il fait séquencer les cellules saines et les cellules tumorales. Le tout pour environ 3 000 $, de sa propre poche. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec ce fameux disque dur de 350 gigaoctets dont on parlait au début. Les 3 milliards de lettres. Exactement. Des données génétiques brutes à l'état pur. Bon, là, j'ai une vraie question méthodologique. Parce que on connaît un peu les IA. Si tu prends ChatGPT aujourd'hui, tu peux pas juste copier-coller 350 gigaoctets de texte dans la boîte de dialogue et dire « Hey, trouve-moi l'erreur », tu vois. Ah non, ça cracherait direct. La mémoire contextuelle est beaucoup trop limitée pour ça. Du coup, comment un novice total en biologie arrive à traiter une telle masse de données? Je veux dire, il n'a pas accès au supercalculateur de Big Pharma, si. Ben non, et c'est ça qui est dingue.
Ce qui est fascinant ici, c'est le rôle qu'a joué ChatGPT. Paul s'en est servi, mais pas pour lire l'ADN directement. Il l'a utilisé comme une sorte de tuteur virtuel, un assistant de recherche disponible 24 heures sur 24. Genre, il lui posait des questions sur comment coder. Voilà, il demandait à l'IA d'écrire des scripts en Python pour filtrer les données génétiques. L'IA le guidait pas à pas sur les logiciels de bioinformatique à utiliser pour comparer l'ADN sain et l'ADN muté. Ah, d'accord. Donc, l'IA n'a pas trouvé l'erreur elle-même, elle a appris à Paul comment construire le tamis pour filtrer l'erreur. C'est une excellente métaphore. Et le plus beau, c'est que l'IA ne juge jamais. Tu peux poser la question la plus naïve du monde en génomique, elle te répond avec une patience infinie. Ça agit vraiment comme un pont cognitif. Historiquement, cette expertise, elle était protégée par 7 ou 10 ans d'études universitaires. Et là, il a contourné ce mur avec un chatbot. C'est fou! Et du coup, le tamis a fonctionné, il a trouvé le malware. Ouais. Il a identifié la mutation exacte, c'est lié à une protéine qui s'appelle c-KIT. c-KIT, ça sert à quoi normalement? En gros, c'est un récepteur qui dit aux cellules quand elles doivent se diviser. Sauf que là, à cause de la mutation, la protéine reste bloquée en position allumée. Elle ordonne aux mastocytes de se diviser sans fin. C'est le bouton d'accélération qui est coincé, quoi. Exactement. Le cancer est démasqué. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, bon, avoir des données sur un écran, c'est cool. Savoir que c-KIT est bloqué, super. Mais on fait quoi avec ça? Il faut concevoir une arme pour l'attaquer. Et c'est là qu'intervient AlphaFold de Google, DeepMind. Pour rappel, c'est la techno qui a raflé le prix Nobel. Oui, rien que ça. AlphaFold, ça permet de faire quoi? Ça permet de visualiser la structure en 3 dimensions des protéines. Et Paul s'en est servi pour modéliser la protéine c-KIT mutée de sa chienne. Et en combien de temps? En quelques heures à peine. Alors que, si on regarde en arrière, utiliser la radiocristallographie pour faire ça, ça prenait des années. C'est un bond temporel gigantesque. Complètement. Une fois qu'il a eu ce modèle 3D, l'idée de Paul, ça a été de concevoir un vaccin à ARNM, un truc ultra personnalisé. L'idée, c'est pas d'attaquer un virus extérieur comme on a fait avec le Covid, mais d'apprendre au système immunitaire de Rosie à cibler ce qu'on appelle les néo-antigènes. Les fameux néo-antigènes, c'est les marqueurs créés spécifiquement par la mutation du cancer, c'est ça? Exactement. Ils agissent un peu comme une cible fluorescente. Le vaccin est censé être un missile à tête chercheuse programmé sur cette cible. Mais franchement, je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'un modèle informatique sur un écran peut vraiment capturer toute la complexité chaotique et visqueuse de la vraie biologie? Je veux dire, AlphaFold, ça reste une belle image de synthèse, non? C'est une excellente question. Et l'article aborde cette nuance. Dr Kate Michie, une biologiste structurale citée dans le dossier, met bien en garde là-dessus. Elle dit qu'AlphaFold fait des trucs miraculeux, ouais, mais ses prédictions restent théoriques. Idéalement, il faut toujours une validation expérimentale en labo. Bah oui, parce que la vraie vie, c'est pas un simulateur parfait. C'est clair. Mais pour Paul, dans sa situation d'urgence absolue, cette modélisation a fourni l'intuition vitale. Ça lui a permis de concevoir la séquence d'ARN. D'accord, je vois. Mais ça m'amène à mon point suivant. Avoir le design numérique de l'ARN, c'est une prouesse. Sauf qu'un fichier PDF, ça guérit pas un chien. Non, ça se saurait. Il faut fabriquer le truc physiquement. Et là, on frappe le mur du monde réel. La vitesse de l'IA percute la lenteur de la matière. C'est là qu'il retourne à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Il contacte le professeur Pál Thordarson de l'Institut de l'ARN. Au début, Thordarson est super sceptique, surtout face au calendrier de dingue que Paul exige. Tu m'étonnes? Bonjour, je veux un vaccin sur mesure pour mon chien d'ici la fin du mois. Voilà, c'est un peu ça. Mais en examinant le travail de Paul, Thordarson est bluffé par la rigueur scientifique de son modèle. Du coup, l'Institut accepte. Et ils réussissent à fabriquer le vaccin. Et c'est de l'ARN encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, c'est bien ça? Tout à fait. Sans ces bulles de graisse pour le protéger, l'ARN serait détruit par le corps avant même d'agir. Et le plus fou, ils font ça en moins de 2 mois. Moins de 2 mois de fabrication. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment frustrante, parce qu'il a fallu moins de temps pour concevoir et fabriquer ce traitement révolutionnaire de A à Z que pour avoir le droit de l'utiliser. Ah, la fameuse bureaucratie. Mais oui, Paul a dû rédiger plus de 100 pages de documentation. Ça lui a pris 3 mois juste pour obtenir l'approbation éthique de l'injecter à son propre chien mourant. C'est un paradoxe temporel absolu. Mais ça soulève une question importante sur nos infrastructures. Les réglementations actuelles, les comités d'éthique, tout ça a été conçu à l'ère de la production de masse. Pour des médicaments donnés à des millions de gens. Exactement.
Le système n'est pas du tout calibré pour une médecine ultra personnalisée générée en quelques semaines par une IA pour un seul patient. Et pendant que les comités lisaient les papiers, le cancer de Rosie, lui, n'attendait pas. Heureusement, Paul n'a pas été laissé seul face à ce mur. Il y a eu un vrai effort collaboratif. Marie Maeda, de la Canine Cancer Alliance, a joué un rôle clé. Elle l'a mis en contact avec quelqu'un d'autre. Oui, avec la chercheuse Rachel Alavena. Elle travaillait déjà sur des essais cliniques pour chiens, ce qui a permis d'intégrer le cas de Rosie dans un cadre légal existant et de débloquer la situation. Et Dieu merci, parce qu'en décembre 2025, c'est l'heure de la première injection. Quel était l'état de Rosie à ce moment-là? Bah, c'était tragique. Elle était complètement prostrée, le cancer avait explosé, elle avait des tumeurs de la taille de balles de tennis sur le corps. Oh waouh! Et là, le miracle, en un mois seulement, l'une des tumeurs principales réduit de 75%. 75% en 30 jours. C'est massif. Ouais. Et fin janvier 2026, il y a des photos de la chienne. Elle saute par-dessus les clôtures pour chasser les lapins dans le jardin. C'est une résurrection. Totalement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau macro? Si on regarde les grands labos, Big Pharma, genre Moderna, avec son essai mRNA 4157, ou BioNTech, ils dépensent des centaines de millions pour ça. C'est clair. Pour un humain, un vaccin personnalisé comme ça coûte entre 100 000 et 300 000 $ par patient. Et Paul, il a accompli une version miniature de cet exploit scientifique pour quelques dizaines de milliers de dollars. C'est ça la vraie claque de ce dossier. Si on le relie ça à une perspective plus large, ça prouve que le goulot d'étranglement de l'innovation, c'est plus forcément l'accès à la technologie. C'est quoi alors? C'est la capacité à utiliser ces outils. C'est vraiment l'aube d'une démocratisation de la biotechnologie. Un individu déterminé avec une connexion Internet peut concurrencer des décennies de R&D. C'est magnifique sur le papier. L'enthousiasme est total. Mais bon, la comparaison avec Big Pharma rappelle quand même que l'industrie gère une complexité que l'approche artisanale de Paul a du mal à maîtriser sur le long terme. C'est une nuance cruciale, ouais. Le professeur Peter Bennett, l'oncologue vétérinaire cité dans les sources, le rappelle bien. La réponse immunitaire de Rosie n'a été que partielle. Attends, la tumeur a diminué de 75%, c'est pas une victoire totale. C'est une victoire, mais le cancer, c'est pas une seule entité fixe. C'est une multitude de cellules capables d'évoluer. Certaines tumeurs de Rosie ont résisté au vaccin. Ah, parce qu'elles avaient des mutations différentes? Exactement. Le vaccin ciblait un néoantigène spécifique. Les cellules qui ne l'avaient pas ont pu continuer à proliférer. C'est ce qu'on appelle l'échappement immunitaire. Big Pharma, c'est ça. C'est pour ça que leurs traitements sont si complexes. Et ça nous amène au vrai danger de cette histoire. On parle d'un succès encadré par des vrais scientifiques, mais ça ouvre la porte à ce qu'on pourrait appeler la science de garage. Et là, on entre dans la zone rouge. Bah oui, parce que la réglementation, même si elle est super lourde et lente, elle existe pour protéger les gens d'intentions qui seraient louables, mais complètement désastreuses en pratique. C'est tout à fait ça. Imaginons le nombre d'amateurs ou de personnes désespérées qui pourraient se dire « je vais faire pareil ». Sauf qu'en interprétant mal les données de l'IA, le risque de créer une substance toxique est immense. Un mauvais ciblage avec de l'ARN, ça peut déclencher une maladie auto-immune fatale, non? Oh, absolument. Le système immunitaire attaquerait les cellules saines du corps. Ça pourrait tuer le patient en quelques jours. C'est terrifiant. Et il y a un autre point qui me dérange. On parle de démocratisation, ok? Mais cette aventure, elle a quand même coûté des dizaines de milliers de dollars à Paul. C'est vrai que démocratisation est un mot un peu fort quand on regarde la facture. Exactement. Il y a un vrai danger de voir émerger une médecine à deux vitesses. D'un côté, ceux qui dépendent d'un système public lent, et de l'autre, une élite riche et surtout technologiquement lettrée, capable de se coder ses propres remèdes. Le risque social est indéniable. Mais pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, le message central pour quiconque nous écoute, c'est que l'histoire de Rosie et Paul reste une preuve de concept éblouissante. Ah ça oui. L'IA est en train de pulvériser les barrières de la connaissance. Elle a permis de transformer le désespoir d'un maître en une percée que les institutions n'auraient pas cru possible il y a 5 ans. D'ailleurs, des essais cliniques humains basés sur des approches similaires sont espérés pour 2026 ou 2027. C'est demain, quoi. Oui. Ce qui me laisse avec une question vertigineuse pour clore cette analyse. Une question pour notre auditoire. Je t'écoute. Si des individus déterminés, équipés de modèles d'IA open source et gratuits, peuvent aujourd'hui concevoir des traitements vitaux en quelques jours, mais que la bureaucratie exige des années d'attente, qu'est-ce qui va se passer? C'est le choc des deux mondes. Est-ce qu'on va assister à l'émergence d'une sorte de biopiraterie,
Des cliniques extraterritoriales clandestines, non réglementées, sur des bateaux dans les eaux internationales, des endroits où des patients condamnés par la médecine classique iront synthétiser et s'injecter les remèdes que leur propre IA aura générés. C'est digne d'un roman de science-fiction, mais la réalité vient de nous prouver que la technologie est déjà là. Et ça, c'est une sacrée matière à réflexion pour l'avenir de notre santé.